Bonsoir, bienvenue sur After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Évidemment, ce soir, on va parler du Grand Prix de France qui s'est tenu hier au Mans. Avec moi pour en parler, eh bien maintenant vous commencez à les connaître. Alexis Delis, bonsoir Alexis, ça va? Impeccable. Michel Turcot, tout va bien? Ça va bien. Rentré, séché du Mans? Séché du Mans, encore les chaussettes un peu humides, mais ça va. Et puis à nos côtés, évidemment, Thomas Morcellino qui nous accompagnera maintenant définitivement parce qu'on n'a pas réussi à s'en séparer et il aura sa propre rubrique. Ça va Thomas, toi aussi, t'as séché un peu, ça va? C'est bon, on a séché. Ouais, c'était bien pluvieux ce week-end. D'accord. Alors, au sommaire de cette émission, eh bien, comme d'habitude, vous le savez, on aura l'image du Grand Prix. Ensuite, eh bien, Michel débriefera le Grand Prix de France avec les faits marquants de ce Grand Prix. On aura aussi un invité en la personne d'Éric Deseine aujourd'hui, le président de Yamaha Europe. Alexis nous parlera de sa chronique où on reviendra sur le Moto 2, le Moto 3, mais pas que. Et ensuite, eh bien, on parlera du jeu concours et de vos pronostics à ce sujet. Malheureusement pour le casque Shoei d'Alex Marquez Replica, eh bien, il n'y a eu aucune bonne réponse. Donc, le casque, on le garde et on le remettra en jeu pour un prochain Grand Prix. Voilà, allez. Alexis, par contre, toi, tu as des cadeaux parce que ça nous concerne pour cette émission. Voilà, les meilleures questions qu'on va prendre aujourd'hui pour nos internautes. Deux petits jeux MotoGP 21 sur PlayStation et Xbox à gagner. Donc, n'hésitez pas. Bah voilà, je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes Facebook de Motostation, de Motojournal, de Motorevue et de Sans Concession. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Et donc, comme vient de le dire Alexis, les plus subtils seront récompensés donc par ces jeux vidéo. Allez, on commence tout de suite par le débrief de Michel Turcot. Voilà donc le débrief, Michel. Donc le débrief, ça commence toujours par l'image de ce Grand Prix, Michel. Et donc l'image, c'est quoi? J'ai peur que ce soit la pluie. Ah bon? La pluie, le vent, la tempête. Ouais, on a eu un week-end, on va dire pourri, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Alors c'est vrai que le Mans, depuis 2000, depuis le retour donc régulier au Mans, c'est-à-dire depuis 2000, depuis 21 ans, c'est une fois sur deux, on a de la pluie. Donc l'an dernier, le Grand Prix de France, il avait eu lieu au mois d'octobre, on a eu de la pluie. Et voilà, au mois de mai, on a encore eu de la pluie. Alors les pilotes se plaignent, ils disent mais il ne faut plus y aller au mois de mai. Donc là, je pense qu'il faudrait demander à Claude Michy d'organiser le Grand Prix au mois de juillet, peut-être. Ouais. On a déjà eu au mois de juillet. Au Castellet. Non, au Mans, si. Ah, au Mans, ouais. En 1990, si je dis pas de bêtises. Et il faisait chaud. Ouais. Jack Miller a comparé le Grand Prix de France un peu à Phillip Island d'ailleurs. On sait que les conditions sont toujours un peu compliquées. Ouais, mais enfin, Phillip Island, c'est le bord de mer, c'est Non, mais c'est vrai que la météo. C'est vrai que le Mans, c'est près de la mer aussi. Parce que bon, on a des week-ends de pluie en Angleterre, mais c'est vrai que là, c'est un week-end où il y a des averses régulières, donc il pleut, ça sèche. En fait, il n'y a jamais de conditions stables. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Parce que les pilotes, nerveusement, c'est hyper compliqué de prendre la piste, d'avoir toujours une trace d'humidité, une radée qui tombe. Voilà, donc pour travailler la mise au point, pour préparer la course, c'est quasiment impossible. Ouais. Et donc la course, on a eu une course flag to flag. Ouais, alors flag to flag, ça veut dire quoi, Thomas? C'est un débat qu'on a eu ce week-end avec Michel et d'autres. Alors pour moi, flag to flag, déjà, il y a deux possibilités. Déjà, pour moi, course flag to flag, c'est une course déclarée sèche. Donc on lance la course sur le sec. Et à l'époque où, quand il commençait à pleuvoir, soit le pilote levait la main, ou il y avait un drapeau rouge, la course était interrompue, puis on refaisait un autre départ. Là, c'est les commissaires de piste, la direction de course, qui décident d'agiter le drapeau blanc. Et donc là, les pilotes sont autorisés à changer de moto. On rappellera, Thomas, que ça a été créé en 2005. Ouais. Pour justement pour vendre plus facilement des programmes au télé, parce que voilà, comme tu disais, on avait les courses qui étaient arrêtées, donc il y avait une nouvelle procédure. Pendant un moment, on ajoutait les temps de la première manche à la deuxième. Après, finalement, la course, elle avait plus lieu que sur 10 tours, voire 4 si la course avait été arrêtée vers la fin. Enfin, c'était un peu, c'est vrai, n'importe quoi et compliqué finalement. Là, l'avantage, ça cadenasse la durée en fait. Voilà, le format, il est là. On sait que le départ, il est à 14h et il arriverait à 15h. C'est terminé, quoi. La petite anecdote, le Grand Prix d'Italie 2004, c'est la plus courte course de l'histoire,
avec 6 tours, je crois, disputés. Magnifique d'ailleurs, un baston de mémoire avec C'est ça. les 3 Italiens, C'est ça. Yajic et Pirossi Rossi. Ouais, exactement. Et donc du coup, bah voilà, comme tu disais, donc drapeau blanc HJT, les pilotes sont autorisés à changer de machine, donc ils peuvent ne pas le faire, ils peuvent le faire. C'est à l'appréciation du pilote. Voilà, après tu décides ou pas. Et après, tu as une autre configuration, donc là c'est ça qui est... moi je n'appelle pas ça forcément flag to flag, c'est quand la course est lancée sur le mouillé. Et donc là, le règlement n'interdit pas, c'est-à-dire le pilote peut changer de moto quand il le souhaite. Et donc on se Il n'y a pas d'ordre intimé par la direction de course, c'est-à-dire entre guillemets, on n'ouvre pas la voie des stands, elle reste ouverte. Exactement, et donc là c'est ce qu'il a, pour la petite anecdote, récemment en 2017, à Brno notamment, Marquez, la course avait été déclarée a été lancée sur le wet, sur le mouillé, et puis Marquez s'est arrêté au bout d'un tour et changé de moto, il est parti en slick et voilà. Donc, alors par contre, il y a une obligation, oui, on change de moto, on doit changer de monte pneumatique. Voilà. Voilà. Alors on rappellera, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la moto, qui la découvrent, puisqu'on a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Record d'audience encore, ce week-end sur les antennes de Canal. En course automobile, on change les roues, on s'arrête, on change les roues. En moto, c'est pas possible parce que contrairement à des motos d'endurance, les motos de Grand Prix, enfin les motos GP en l'occurrence, sont pas équipées de changement de roue rapide. Donc c'est pour ça que les pilotes changent de moto. Et ça n'existe pas en moto 2 et moto 3 parce que les pilotes n'ont qu'une moto. En Superbike, par contre, c'est ce que j'allais dire. On change les roues. Ça prend un certain temps, mais du coup, ils ont mis en place un temps minimum à passer dans les stands parce qu'ils n'ont qu'une moto, effectivement. Donc pour éviter que ça soit la course à l'armement et à celui qui change le plus vite les roues, effectivement. C'est ce qui avait valu à Lucas Mayas d'ailleurs d'être pénalisé ou déclassé, je crois, puisqu'il avait fait une super perf, mais il n'était pas resté assez longtemps. Si on ressort trop tôt des stands, effectivement, on est pénalisé. Et du coup, météo instable, météo capricieuse et... Record de chute ou pas alors? Non. Donc effectivement, on dénombre 117 chutes ce week-end, donc ce qui est quand même déjà assez impressionnant, du travail pour les commissaires de piste. Bon après on en rigole, mais il n'y a pas eu de gros Non, il y a eu quelques quelques blessés, il y a eu je crois une clavicule pour Yuki Kuni, je crois qu'il y a eu Xavier Artigas qui a dû faire un petit passage à l'hôpital parce qu'il était tombé sur la tête, mais il a pu rouler le dimanche et derrière il finit 7ème je crois. Donc une très belle course. Mais non, c'est pas le record. Pour répondre à ta question, faut remonter. Alors je sais pas si c'est le record parce qu'on n'a pas toutes les chutes de toute l'histoire, mais à Valence 2018 où il avait fait aussi un temps pourri, on était monté à 155 chutes sur le week-end. Il y a de la marge encore. Après c'est vrai que Le Mans c'est un circuit où il y a souvent des chutes aussi, parce que spécificité de ce circuit, c'est qu'il y a peu de virages à gauche, donc souvent les pneus, comme il fait frais, les pneus n'ont pas le temps de monter en température, enfin ils se refroidissent rapidement, donc c'est vrai que sur le plan des pneumatiques c'est un tracé qui est compliqué à gérer. Puis la longueur de la pit lane. Ouais, alors ça c'est notre problème. On a vu Alex Rins chuter à sa sortie de la pit lane. Et Vignales aussi pendant les essais. Et puis on a même vu les deux Honda aussi en FP2 ou FP3 qui coupent un peu Espargaro et Marquez, et Espargaro et Marquez se remettent par terre dans le tour où faut pas laisser refroidir les pneus. Faut pas laisser refroidir. Alors justement, on a une question de Christophe de Paris qui nous demande quels sont les meilleurs pilotes sous la pluie. Alors on pense à celui qui a gagné la course notamment. Petrucci aussi, qui a la réputation d'être Johan, Miller on en a parlé. Voilà, c'est Marquez. Marquez. De toute façon, il y a une chose qui ressort de ce qu'on a vu dimanche, je pense, c'est que maintenant il faut être bon partout, et on en reparlera avec Fabio. Mais on sait que maintenant ça suffit pas d'être bon que sur le sec et d'être vite que sur le sec, parce que on l'a vu ce week-end. Si t'es pas bon non plus sous la pluie ou dans des conditions un peu tricky, comme ils disent. Sur le championnat, c'est compliqué. Voilà. Bon, on passe au fait marquant, Michel. Allons-y. Allez. Donc le premier, c'est évidemment le nouveau doublé français, enfin un doublé puisqu'il n'y a pas de vainqueur, mais encore 2 Français sur le podium. Donc on a eu déjà ce résultat à Doha, deuxième course au Qatar. Donc ça nous fait 2 fois 2 Français sur le podium en 5 courses. C'est jamais arrivé, puisque la dernière fois c'était en 1954 à Reims. Donc là on vit une période glorieuse pour le sport moto français, assez incroyable. C'est magique. Alors au Qatar, c'est Fabio qui était devant, enfin qui gagne la course même. Là, c'est Johan qui termine devant lui. Au Qatar, c'est donc Fabio gagne la course, Zarco se retrouve en tête du championnat. Là, c'est Zarco 2e, Quartaro 3e et Quartaro reprend la tête du championnat. Donc,
Johan regrettait hier de ne pas avoir pu chanter la Marseillaise. Et Jack Miller a dit, mais tu aurais dû chanter avec moi l'hymne australien. Ouais. Ça, c'est pour la petite histoire. Et puis, Johan, alors volontairement, on ne va pas trop parler de Fabio pendant cette chronique, parce qu'évidemment, derrière, on aura notre invité Eric Dessen, donc le directeur de Yamaha Europe, et on reparlera plus largement, évidemment, avec la présence d'Eric, de Yamaha et de Fabio. Johan, par contre, ça, j'aimerais bien que tu nous l'expliques, Michel. Il ne s'est pas servi du All Shot Device, alors qu'on sait que depuis le début de la saison, c'est une arme chez Ducati. Ouais. Pourquoi? Alors, depuis le début du week-end, c'est vrai que c'était une question. Les pilotes se demandaient est-ce qu'ils allaient l'utiliser ou pas. Alors, on rappelle le circuit du Mans, il y a la ligne de départ, elle précède cette longue courbe qui rentre dans la chicane Dunlop. Donc, on sait que le All Shot Device, on l'enclenche en mettant la fourche en contrainte, puisque la fourche donc reste baissée. Et pour la débloquer, Thomas nous avait expliqué ça avec un stylo. Bien, avec un stylo, voilà, c'est le principe. Donc pour désengager ce All Shot Device, il faut freiner. Donc il faut pouvoir donner de la pression. Donc là, le problème, c'est d'aborder cette courbe Dunlop avec la fourche qui est bloquée en bas. La moto est beaucoup moins maniable. Et est-ce que les pilotes redoutaient de ne pas pouvoir désengager correctement ce système au freinage de la chicane Dunlop. Donc on sait que en plus c'est une chicane dans les premiers tours où c'est souvent un peu tricky. Ouais. Et là, voilà, la course a eu lieu, le départ était donné sur le sec, mais enfin la piste n'était pas quand même super. Quoi. Il n'avait plus avant, c'était séchant encore. Donc Johan a pris le parti de ne pas l'utiliser, de jouer la sécurité. Donc en plus, il part pas comme il part pas très bien, il part pas lui-même. Hein, voilà, comme une Ducati doit normalement démarrer. En plus, il est gêné un peu avec Morbidelli, donc il perd pas mal de place et il se retrouve 10e, 11e dans les premiers tours. 11e. Voilà. Donc il s'agace un peu forcément. Et puis après, au bout de 4 tours, il faut rentrer, la pluie arrive. Donc là, il arrive à rester sur ses roues. Il rentre au stand, il ressort en de pluie avec des pneus médium. Et voilà, il a fait une super remontée. Alors on sait qu'il a toujours été fort dans ces conditions. C'est aussi un peu l'histoire de son entraînement à l'époque des années Felon, hein, faire beaucoup de tours sur des pistes sèches, mouillées. Donc il a ce feeling. Et il aime ça. Il aime enchaîner les tours. Il aime. C'est une situation dans laquelle il est très à l'aise, comme Jack Miller d'ailleurs. Ouais. Et voilà, il a fait une très belle course. Jean-Georges de Nanterre, je nous demande justement, est-ce que Johan va enfin gagner son premier Grand Prix cette année? S'il y en a bien qui l'attend, c'est lui, donc je pense que... Moi, je pense qu'il a tout pour en gagner. Voilà, et là, ça fait 3 deuxième places. Moi, j'y croyais, hein, sincèrement. Après, surtout comme Miller avait choisi des pneus soft. Ouais. Hein, on se disait qu'en fin de course... D'ailleurs, il dit si la course avait été un peu plus longue, il aurait pu aller chercher Miller. Bon, Bagnaia devait se dire la même chose. Si la course avait été un peu plus longue, avec des scies, tout le monde aurait gagné. Mais c'est vrai qu'il était plus rapide que Miller dans les derniers tours. Après, Miller avait un peu d'avance, donc c'est plus facile à contrôler. Il a bien réagi d'ailleurs, Miller. Super course. Mais voilà, de toute façon, Miller est aussi extrêmement fort dans ces conditions. Donc c'est difficile. Mais oui, gagner une course, en tout cas, il a la moto, il a aujourd'hui l'expérience. Il l'a dit, hein, j'ai tout. La moto, elle gagne. Mon équipe, elle est au top. Il n'y a qu'un mauvais concours de circonstances. Voilà, après ça va être le Mugello, ça va être un client, parce que je ne vois pas comment la victoire va pouvoir échapper à une Ducati. Puis après, il y a 2 chances maintenant en Autriche. Oui. Voilà. On va y revenir aussi, Thomas, là-dessus. Alors justement, on parle de Miller. Donc un autre fait marquant, c'est une deuxième victoire consécutive pour Jack Miller. Ouais. Et puis celle-là, elle est quand même extraordinaire parce que il est pénalisé pour ressortir déjà avant son passage par les stands, il sort de la piste parce que sous la pluie là, ça baffe, il sort de la piste, il se retrouve dans le bac à gravier, il rentre. Il repart sans mettre son limiteur dans la voie des stands, donc il est pénalisé, il fait 2 longues laps, donc non seulement pourquoi 2 d'ailleurs? Parce qu'il fait un dépassement de vitesse, mais pourquoi 2 fois? Ça fait partie des décisions de la direction de course. Et Bagnaia a eu la même chose. Voilà. Là, honnêtement, je ne peux pas te dire. Il faudrait demander à la direction. Thomas. Mais là, il faut demander. Non, mais après, il y a plein de décisions comme ça. Il n'y a pas de barème. C'est vrai que moi, on m'a demandé pourquoi on a pénalisé, par exemple, Fabio d'un long lap parce qu'il s'est trompé de moto. Est-ce que dans le règlement, c'est Snoopy qui m'a demandé ça tout à l'heure, est-ce que dans le règlement, il est stipulé que le pilote doit s'arrêter devant sa moto?
Non, je sais pas. Bah, pas la réponse. Donc je lui ai dit, je vais demander, je me renseignerai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des interprétations, des règles. Voilà. Bon, après c'est. Voilà, ceci dit, on a vu que dans ces conditions, un long lac, ça porte moins à conséquences que sur le sec. Pour preuve, ils ont gagné. On revient à Miller justement, donc avec ces deux longues laps. Et juste avant de te redonner la parole, Michel, c'est Fabio qui expliquait qu'il surveillait son pitboard et il disait il me reprend que 2 dixièmes, il me reprend que 1 dixième. Mais en fait, il avait fait son long lap. Quoi. Donc, il a fait 2 tours avec les longues laps et c'est vrai que là, après, bon, il est revenu dessus. mais il est très vite. Mais voilà, on sait que Miller, il avait gagné son premier Grand Prix avec une Honda sous la pluie aux Pays-Bas. Et il a toujours. Et puis voilà, c'est un gars qui prend des risques. On se souvient en Australie, moi je l'ai vu. Thomas, tu te souviens, Phillip Island sortir en slick alors que c'est un en Argentine, le fameux Grand Prix d'Argentine. Il tente des trucs. Il a ce feeling. Alors justement, Marc de Toul nous demande est-ce que pour vous c'est une révélation ou est-ce que c'était attendu qu'il explose comme ça? Il était quand même très attendu cette année avec le guidon officiel. De toute façon, oui, voilà. L'an dernier, c'était un des meilleurs pilotes Ducati. Il a fait plusieurs podiums. On sait que c'est un garçon très doué. Il a eu un début de saison compliqué au Qatar. Il s'est fait opérer lui aussi le syndrome des loges. Au Portugal, il était sous pression. Il est tombé. Bon, là, je pense que la victoire à Jerez, ça l'a quelque part libéré. Voilà, là, ça va l'aider à reconduire son contrat avec Ducati. Justement, Ducati, Michel. Donc là aussi, c'est un fait marquant. C'est encore un doublé pour Ducati. Alors, pas les deux officiels, mais Miller et Johan. Et Bagnaia qui revient comme un fou pour signer une 4e place, qui est placé au championnat. Donc on a 3 pilotes Ducati aux 4 premières places du classement. Oui, c'est arrivé, c'est la 3e fois que ça arrive depuis que Ducati s'est engagé en MotoGP, donc en 2003. Donc c'était en Turquie 2007 et en France en 2019. Et donc hier pour la 3e fois. Donc c'est assez rare pour être souligné. Alors on rappellera que Ducati est le seul constructeur qui aligne 6 motos, donc 6 pilotes. Donc on peut imaginer que ça laisse un peu plus de possibilités d'avoir des pilotes devant. Donc la 3e équipe, Avintia, les 2 pilotes, Marini et Bastianini, roulent avec des modèles de l'année précédente. Bon, ce ne sont pas vraiment des pilotes officiels. Mais voilà, ils ont choisi des pilotes. Alors, Dall'Igna est très très satisfait, très content. D'ailleurs, il a encore dit cette année, on a 2 super pilotes parce que on sait qu'il y a eu Dovizioso a claqué la porte. Petrucci est parti fâché parce que il a senti qu'on lui faisait jamais confiance. Ouais, donc, lui donnait pas et les clés, ce choix de Miller et Bagnaia qui était critiqué en début d'année parce que c'était quand même un pari. C'était quand même un vrai pari. C'était un pari et là, voilà, on voit que les deux, ils sont performants, ils sont dans le coup et c'est vrai que c'est un pari gagnant pour Dall'Igna, quoi. Et en tout cas, la moto, elle est performante sur le sec, sous la pluie, sur le séchant, à Jerez, au Qatar, sur des circuits différents. Donc on peut imaginer. Et la prochaine course au Mugello, vu la vitesse de pointe de la machine, là, ça risque de. C'est surtout quand on avait dit à Jerez, c'était pas forcément une piste pour les Ducati. Et finalement, ils font leur doublé là. Et là, on rappellera que c'est désormais la plus homogène du plateau. La première victoire Ducati au Mans, c'était l'année dernière. Oui. Petrucci sous la pluie. Tout à fait. Donc ils n'avaient jamais gagné. Les podiums, il y avait eu 2 podiums de Rossi, encore une fois sous la pluie, parce qu'on sait jusqu'à présent cette moto elle s'en sortait sur au Mans sous la pluie parce que c'est une machine qui était très stable au freinage, donc c'était son point fort. Donc c'est vrai que ça a aidé sous la pluie. Mais là, voilà, elle est performante dans toutes les conditions, quoi. Bon, il y aura normalement une Ducati de plus au Mugello en plus avec Pirot. Donc, est-ce que, je te disais, Michel, est-ce que c'est la moto finalement la plus homogène maintenant, celle qu'on a décrit pendant des années comme étant la plus compliquée? Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait la plus homogène? La plus homogène, je pense pas. Moi, je resterais à penser que c'est Yamaha. Mais chez Yamaha, on en parlera après. Plus tard, mais c'est vrai que pour moi, il y a aujourd'hui un problème de pilote, quoi. D'accord. On passe à un autre fait marquant. Marquez en tête d'un Grand Prix, on n'avait pas vu ça depuis son accident à Jerez. Sincèrement, moi ça m'a fait plaisir par rapport à tout ce qu'il a vécu, de le revoir comme ça, même en FP3 si je dis pas de bêtises, ou FP2, il est en tête. Non mais voilà, c'est extraordinaire. Après, on sent que c'est super difficile pour lui. On a vu encore, il était effondré à l'arrivée, quoi. Effondré, il s'en est voulu de sa deuxième chute. Il a pêché par orgueil un peu, voilà.
pas par orgueil, il dit qu'il n'était pas assez concentré. Il était tellement concentré à ce qu'il faisait, enfin, il était tellement préoccupé de son pilotage, de savoir comment il se plaçait sur la moto, essayer de se faire évoluer. Il dit finalement, j'ai pas analysé l'état de la piste et j'ai fait une connerie. Voilà. Donc 2 chutes. C'est beaucoup. Mais bon, il est là. Après, voilà, on sent que son bras... D'ailleurs, on le voit, quand il tombe, il a du mal à relever sa moto. Il ne peut même pas la relever, en fait. Hein. Donc, en fait, clairement, son bras récupère hyper lentement. Physiquement, il dit que ça progresse hyper lentement. Donc, il a reparlé de sa première intervention sur les ligaments, on se souvient. Parce que, bon, avec son épaule. Il y a un pilote qui tombe beaucoup. Ses épaules ont souffert, il a été opéré, les ligaments sont abîmés. Un nerf, dernière opération de l'épaule, enfin des ligaments, un nerf avait été touché. Là, il a eu encore 3 opérations sur ce bras-là. Donc c'est vrai que physiquement, il est atteint, je pense, assez profondément, quoi. Et c'est compliqué de revenir. Donc là, je pense que quelque part, il s'était imaginé revenir, à partir du moment où il allait être autorisé à remonter sur sa moto, de revenir beaucoup plus vite, en tout cas de récupérer plus vite. Et là, c'est difficile. Est-ce qu'au Mugello, où il y a effectivement les vitesses très dures, les chicanes qui sont hyper rapides, est-ce que ça va être compliqué pour lui, tu penses ? Je pense que ça va être difficile. Et puis la Honda, ça reste la Honda. Ça reste une moto qui est compliquée, qui convient peut-être un peu moins que la moto qu'il utilisait l'an dernier, on peut parler de l'an dernier puisque ça s'est arrêté avant la fin du premier Grand Prix. Mais en tout cas, c'est une moto qui est toujours surpilotée. Et là, il peut plus faire. Son pilotage, il peut plus l'utiliser. Donc là, il espérait justement profiter de la pluie. Et c'est aussi un peu pour ça qu'il s'est enflammé, parce qu'il s'est dit, là, j'ai les conditions, je sais que je peux faire quelque chose. Finalement, il a fait une connerie. Mais voilà, c'est vraiment, il est dans une situation difficile. Et psychologiquement, enfin, moi, je le trouve quand même assez affecté, quoi. Touché, hein. D'accord. On va attendre le Sachsenring, du coup. Ouais. Au niveau des autres faits marquants, on parlait un petit peu de Honda, mais est-ce que tu es d'accord avec moi en mettant Honda, KTM, Suzuki, en disant est-ce qu'ils n'ont pas déjà un peu perdu leur titre et en tout cas perdu le championnat ? Bah là, je pense que clairement, on va pas enterrer encore Mir, parce qu'il il a 49 points et il a 31 points de retard sur Fabio. Donc oui, ça on va pas l'enterrer, mais c'est vrai que l'an dernier, il jouait placé et ça lui a réussi à la fin parce que Fabio s'est effondré. Donc là, il a affaire à des clients qui sont non seulement plus réguliers, mais en plus qui sont plus performants. Donc voilà, Suzuki, là, ça va être compliqué de conserver le titre. KTM, on les imaginait, enfin en tout cas, Oliveira s'imaginait candidat au titre. Il est loin, il est très loin. 20e. Il a 9 points. Voilà. Même donc la Petrucci a fait 5e. Voilà, Binder avait fait 5 Portugal. Là, c'est ça. Un nouveau top 5. Espagne, je sais plus. Ouais, c'est régulier. Parce qu'il a profité de la pluie. Voilà, on parlait des pilotes rapides sous la pluie. Petrucci en a un. Il avait gagné sous la pluie avec la Ducati l'an dernier. Donc, mais c'est vrai que la KTM, ceux qui avaient imaginé après ces excellents résultats de la saison passée qu'elle serait dans le coup pour jouer le titre, bon là je crois que on va falloir attendre encore un peu. Quant à Honda, là sans Marquez, de toute façon c'est perdu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le titre, ça va être plus un duel. Même si encore une fois on n'est qu'au premier quart de la saison, on peut déjà annoncer qu'on aura un duel Ducati-Yamaha et même je dirais un duel Ducati-Quartararo, quoi. Ouais. Et puis pour conclure un petit peu ce débrief, Michel, on va dire que ce Grand Prix de France a quelque part fait aussi le bon résultat de Tech 3 parce que ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vus. 5 Petrucci, 9 les Koena, c'est ça. Et en Moto 3 aussi, les pilotes 5 et 9 aussi. 5 et 9, c'est ça. Et les Koena en tombant en plus. Ouais, en tombant. Donc c'est pas tous les jours simple pour Hervé, mais en tout cas, ce Grand Prix de France, c'est pas si mauvais que ça, quoi. C'était plutôt, enfin en tout cas, c'était beaucoup mieux que les 4 premières courses. Ok, bon. On va continuer évidemment à débriefer ce Grand Prix. On va donner la parole à Thomas parce que c'est l'instant stat.
Alors, Thomas, parce que évidemment, on explique à nos téléspectateurs que voilà, t'es ancré, t'es bien là. Pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, parce qu'il faut bien le reconnaître aussi. Les stats de ce Grand Prix de France, quelles sont-elles? Il y en a plein. Effectivement, bon, quand on va le rappeler, je donne quelques. C'est ça. Mais il y en a deux qui, pour moi, sont assez marquantes. C'est que ce week-end, donc le podium qu'on a eu ce week-end, il n'y avait ni espagnol ni italien sur le podium, donc en MotoGP, et c'est la 4e fois que ça arrive depuis que l'avènement du MotoGP en 2002. Les seules fois où c'était arrivé, c'était en 2007. Donc, et à chaque fois que ça arrive, c'est toujours un Australien qui gagne. C'était soit Casey Stoner, soit Jack Miller hier. Donc voilà, c'est quand même assez remarquable. Et donc là, on voit que l'Espagne ne domine plus et l'Italie ne domine plus, entre guillemets, comme par le passé. Et après, le pendant de cette statistique, c'est qu'en fait, on a 2 courses consécutives, donc en Espagne et en France, où il n'y a aucun Espagnol sur le podium. Et ça, pour remonter à la dernière fois, il faut remonter à 2011, encore une fois avec Stoner notamment. Et pour retrouver 3 courses consécutives, donc on peut imaginer peut-être en Italie, on ne sait pas, 3 courses consécutives sans Espagnol sur le podium, et là, il faut remonter à 2007, encore une fois. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et ceux qui disent que, par exemple, on a affaire à une mafia espagnole, on voit peut-être qu'il y a un tournant. Après, je pense que c'est un petit passage de l'histoire, parce que quand on voit, si on regarde un peu le Moto 2, le Moto 3, avec ce qui arrive, là, entre Raúl Fernandez et Pedro Acosta, ils sont des munitions. Contrairement à nous, Français. Même en MotoGP, en termes de représentants sur la grille, bien sûr. Si tu additionnes les deux, ils ont la moitié de la grille déjà. En domination. C'est sûr. Mais c'est pour ça que la performance en plus remarquable, puisque s'ils font 50% du plateau et qu'ils ne sont pas sur le podium. Exactement. Mais encore une fois, on voit que sans Marquez, voilà. L'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Non, mais après, voilà, comme la contre-performance des Suzuki n'aide pas non plus, parce que du coup, tu as 2 Espagnols qui ne marquent aucun point hier, et donc du coup, ça n'aide encore moins. Mais voilà, moi, je pense que c'est les 2 chiffres, entre guillemets, à retenir de ce week-end, entre autres performances de nos Français, bien sûr. Ok, écoute Thomas, merci. Tu vas nous abandonner, malheureusement, puisque en fait c'est Eric Dessène qui va venir prendre ta place. Juste une dernière question, le temps qu'Eric nous rejoigne. Stoner, Miller, les stats, on voit que Stoner est aussi dans tes stats. Est-ce que c'est une bonne année pour Miller? Est-ce que les planètes sont alignées? Écoute, oui, pour retrouver 2 victoires australiennes en MotoGP consécutives, il faut remonter encore une fois à Stoner. C'était en 2012. Donc voilà. On peut imaginer qu'effectivement, on pourra avoir l'année Miller, mais bon, on n'est qu'au 5e Grand Prix. Oui, on ne va pas tirer de conclusion. Pas de questions Pas d'objection. Pas d'objection. Allez, on tourne le jingle et on accueille tout de suite notre invité Eric Dessène. Vous le voyez, il est en train de s'installer. C'est bien du direct. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Voilà, on va se tutoyer, on va pas se mentir. Oui. On se connaît. On va se trahir sinon. Voilà, on se connaît depuis suffisamment longtemps. Et puis Eric, en tout cas merci parce que tu descends de l'avion parce que tu étais ce week-end, depuis la semaine dernière en Andalousie pour un rallye tout-terrain que tu as effectué en SSV. C'est ça, pour développer le produit, on va dire. Oui. C'est le partage de 2 convictions. La première, c'est qu'on ne vend bien que ce qu'on comprend bien. Et je trouve que c'est extrêmement important de tout le temps toucher le produit, d'aller rouler, de se mettre dans les conditions d'usage, de pratique. Et puis, par ailleurs, moi, une petite course de temps en temps, ça ne me fait pas de mal. Donc, j'ai vécu 5 journées formidables avec à la fois du shakedown, de la préparation, du réglage et ensuite dérouler la course. Où, sincèrement, moi, j'ai que des coups à prendre, parce que quand tout se passe bien, on te dit « mais pourquoi les autres font pas comme toi ?» Ouais, tu leur demanderas. Et puis, il faut quand même avoir conscience qu'à tout moment, ça peut mal se passer. Et là, tu es sûr que tu te prends la moitié du monde sur la tête. Justement, donc, ça fait pas peur aux dirigeants Yamaha? Mais je leur dis jamais, moi. D'accord. Ils le découvrent après. Oui, ils le découvrent après. Non, j'assume pleinement et je reste convaincu. Et donc, vraiment, je joue le jeu complètement. C'est-à-dire que je roule pour essayer de faire un résultat, en respectant le matériel, en me disant si j'étais client, tu casses, tu payes, donc tu fais gaffe. Et donc je suis content parce que ça fait maintenant 4 ans, 5 ans que je fais au moins 1 ou 2 rallyes par an, et je touche du bois, encore jamais ni cassé de voiture, ni rien. La voiture, elle est bien à l'arrivée, et elle est bien née. Pourvu que ça dure. Bon, mais vas-y. Et avant de reparler du MotoGP, juste une petite question, Yamaha sur l'Andalousie, non? Non, je pense que d'abord, on n'avait rien à y gagner. On a fait un Dakar détestable, où on a eu beaucoup de problèmes techniques,
et pas un problème technique qui aurait été compréhensible. Donc c'était que des mix d'erreurs humaines qui ont amené une casse, parce qu'il y a eu aussi des erreurs humaines, c'est aussi l'enjeu du Dakar. Et en fait, il y avait vraiment une reprise en main nécessaire, à la fois dans la clarté de l'organisation, les responsabilités attachées à chacun, les processus de validation. Et voilà, donc on s'est attaché à ça au cours des derniers mois. On a beaucoup travaillé sur la moto dans un sens de fiabilité et de performance. J'ai demandé à Alexandre Kowalski de travailler avec Michele Rinaldi sur le développement technique de la motorisation, du moteur. On a vu des choses et voilà. Et donc la moto va bientôt être prête. Et à partir de là, on va courir le plus possible à partir du mois de juillet pour être prêt au Dakar. Parce que l'an passé, on a fait... La Covid nous a vraiment pénalisés. On n'a pas pu faire de courses d'entraînement. Et quand on va faire des tours pour faire des essais, c'est gentil, mais il n'y a que la course qui compte. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait moi, la course, parce qu'à un moment, si on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Et je suis quand même très fier, j'y croyais pas, hein, mais j'ai 4 points au championnat du monde, ce qui est quand même un truc de dingue. Vous l'aurez compris, ça fera un prétexte à Eric pour y retourner. Peut-être, non, mais parce que je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre, mais je trouve que sur le clin d'œil, je trouvais ça incroyable. Donc, bon, mais du coup, est-ce que tu as pu voir ce fabuleux Grand Prix de France? J'ai vu, non mais je connaissais le rendez-vous qui m'attendait, donc j'ai bien regardé les essais, et puis j'ai bien regardé la course. Absolument. Ouais. Bon, alors t'imagines qu'on a tout un tas de questions. Donc, Michel, tu ouvres le bal. Déjà, ton point de vue et comment tu as vécu cette belle course de Fabio, qui on redoutait tous quand on a vu la pluie. L'an dernier, on se souvient, il était en pôle. Quand il s'est mis à pleuvoir, la course a été catastrophique. Et là, il nous a tous impressionnés. Et il était tellement heureux de lui-même. Et parce que je pense que ça lui donnait, en termes de confiance, hier, il a dit j'ai tellement appris ce week-end. On sent qu'il est prêt pour tout maintenant. Non, mais moi je pense qu'il n'y a que des bons enseignements sur cette course, en tout cas en ce qui concerne Fabio. Le premier, c'est que d'abord son bras va pas mal, parce que les essais, etc., à aucun moment il s'est plaint, et contrairement, et vous parliez de Marquez tout à l'heure, moi j'étais très admiratif de la manière dont Marquez est revenu avec cette espèce de pugnacité et d'envie d'y aller, alors qu'on le sentait dans la souffrance. Bon, Fabio, formidable. Hein. Là, c'était même pas un sujet. Donc ça, c'est quand même rassurant. La deuxième chose, c'est qu'on voit que Fabio de 2021, c'est pas Fabio de 2020. On l'a vu dès les premiers Grands Prix, peut-être pas le premier tout de suite, peut-être, mais depuis une maîtrise, une maturité dans la manière de construire ses courses, partir de 9e, 10e et réussir à remonter en construisant sa course et sa victoire. Voilà, c'est un autre Fabio. Et cet autre Fabio, il amène aussi à avoir quelqu'un qui a plus confiance sur le mouillé et qui réalise une très bonne course avec des conditions changeantes pour lesquelles il n'était pas favori dans ce qu'il avait réalisé jusqu'à présent. Et là, il s'est mis dans une position où il était tout à fait capable de challenger. Et donc, c'était sympa parce que la libération qu'il a en passant la ligne d'arrivée comme s'il avait gagné, c'est, je pense, tous ces démons-là qui d'un seul coup se lâchent. Donc, la moto aussi a quand même énormément progressé. Mais non, mais tout à l'heure, on parlait Suzuki. Suzuki, je ne veux pas juger pour Suzuki, j'y suis pas. Par contre, ce que je sais, c'est quand tu es champion du monde, quand tu gagnes, c'est le piège. Parce que il ne faut surtout pas s'endormir, il faut bosser 2 fois plus. Ouais. Après, la réglementation fait aussi que les motos n'ont pas trop évolué. Nous, pareil. La moto va. Mais vous aviez cerné votre problème. Oui, mais le problème, c'est quand tu gagnes, tu n'as pas de problème à cerner. Donc, mais non, mais t'en as moins que les copains. Oui, c'est vrai. Et la difficulté, c'est que quand tu gagnes, c'est vachement. Tout le monde est très content, y compris dans le team. Et t'as toujours, c'est un réflexe, tu as moins tendance à te challenger, à aller rechercher ce qu'il y a derrière. Mais pendant ce temps-là, tu as tous les frustrés, là. Tous les copains, là, ils cherchent partout. Donc, tu es en train de nous expliquer, l'an dernier, vous étiez vraiment très frustrés. Nous, on cherchait, on a été frustrés. On a été frustrés. On savait que la moto avait progressé, qu'elle était bonne, mais on a loupé des Grands Prix encore. Il y a quand même eu ce problème de fiabilité qui, dès le départ, a fait que ça plombait. Vous avez été obligé de faire machine arrière en termes de performance. Et à partir de là... Alors, le problème de fiabilité, bon, on va pas revenir sur l'histoire du spectacle, etc. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, bon, pour sécuriser, parce qu'il y avait encore des doutes, on a essayé de réduire les régimes moteurs et puis qu'on en a redonné un petit peu au fur et à mesure pour voir jusqu'où ça tenait. Bon. Donc c'est vrai que c'était un doute et ça a mis un stress parce que d'un seul coup, quand le premier Grand Prix de la saison ou les 2 premiers Grands Prix, tu prends des moteurs dans la tête, t'es pas là pour ça. Donc ça a été évidemment un stress supplémentaire.
Mais au-delà de cela, je pense qu'on avait aussi, et il ne faut pas l'oublier, on était dans une transition d'ingénieurs. Tsuji-san, qui était le patron du MotoGP et du développement technique, a quitté le MotoGP en début d'année. On a eu Inko, enfin notre nouveau ingénieur remplaçant, qui lui a dû prendre aussi sa responsabilité, et donc il avait une pression avec une moto sur laquelle il n'avait pas participé totalement à son développement. Là, c'est sa moto. Il s'était approprié, et très sincèrement, c'est un super nom. C'est un mec qui est adorable, qui écoute beaucoup, Ito-san, il écoute beaucoup, et il sait où il veut aller. Et donc je pense que la qualité de la moto de cette année, qui, malgré le règlement qui donne beaucoup de contraintes, beaucoup de limitations, vient de la manière dont il a absolument travaillé sur toutes les variables de la moto pour être sûr d'en tirer le meilleur. Après, il y a aussi, ils ont quand même bien corrigé le tir aussi au niveau du châssis, parce qu'il faut rappeler aussi que l'an dernier, avec le Covid, il n'y a pas eu de test. Donc il y avait une nouvelle moto qui n'a pas pu... Absolument. Il y avait un test sur un circuit, il n'y avait eu que ça. Non, mais c'est sûr. Et pourquoi l'an passé, les Petronas, ou soi-disant les motos de l'année d'avant marchaient mieux? Parce qu'on avait tous les settings, on avait tous les réglages, et comme parfois, quand tu as une nouvelle moto sur laquelle tu n'as pas eu assez de recul dans les développements, ben celle d'avant, parce qu'on joue à 3 pouillères, la nouvelle moto, tu espères gagner 3 dixièmes au tour. Et là, il y avait quand même une différence de conception du moteur qui induisait l'utilisation d'un nouveau châssis, donc aussi l'an dernier, c'était pas possible de revenir à l'ancien châssis. Mais c'est sûr, mais c'est pour ça que je dirais que les motos de l'année d'avant étaient parfaitement connues, parfaitement réglées, et sur la nouvelle, il fallait découvrir, il fallait comprendre tout ça. Cette année, on vient quand même avec des bases. C'est un peu une histoire qu'on a déjà connue chez Yamaha en 2018. On se rappelle quand Zarco casse la baraque et que Vinales et Rossi sont à... Enfin, tu l'as su aussi, mais tout le monde était impressionné dans le box de Fabio l'an passé. Il demandait un clic de suspension, pas plus. Il prenait la moto, il en manche, un clic à gauche, mais c'est tout. Et il pouvait se concentrer sur son pilotage. Et comme la moto est homogène, vous le disiez tout à l'heure, mais la moto est une moto qui est plutôt homogène, qui renvoie plutôt une information bonne, et sur lequel tu peux rentrer sur les freins, c'est une moto d'entrée en virage. Et donc par rapport à des jeunes pilotes qui viennent du Moto 2, c'est une moto qui est moins compliquée à comprendre et à aborder dans le domaine du MotoGP. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu es évidemment bien placé, comment ça se passe en interne entre Fabio et Viñales, justement? Écoute, ce que j'en sais, parce que moi je suis comme beaucoup d'autres, je suis frustré de ne pas pouvoir aller sur le terrain, c'est très limité, les conditions Covid l'an passé faisaient qu'il fallait y aller le moins possible, et moi j'ai été refroidi parce que j'ai été pour soutenir nos pilotes en Superbike à Assen l'an passé, sur le premier Grand Prix qui redémarrait après le Covid. Et en fait, j'ai vu que dans les réseaux sociaux, il y avait des gars qui commençaient à dire « Mais comment ça, pourquoi De San il est là, il n'est pas indispensable à faire tourner le team, c'est pas normal. » Bon, moi j'estime que c'est indispensable de soutenir nos pilotes et au contraire montrer que l'entreprise est totalement soudée derrière nos engagements sportifs. Bon, ça a été mal pris par certains aux Pays-Bas. Je dis bon, allez, écrase, voilà, fais comme les copains, tu regardes derrière la télé. Et bon, voilà, donc, mais là, bon, cette année, j'espère que maintenant que ça va se libérer un peu, j'espère y retourner. Donc, tout ce qu'on voit... prétexte avec Fabio. Oui, non, j'ai un bon prétexte, mais je n'ai pas besoin de prétexte. Mais je trouve que la cohabitation Maverick et Fabio, elle est intéressante parce qu'elle est en train de démontrer que Maverick, il faut qu'il travaille sur lui. Pendant très longtemps, on a souvent dit c'est Rossi qui le domine, parce qu'on prête parfois à Rossi plein d'intentions qu'il n'a pas. Mais il a l'expérience, il a évidemment beaucoup de maturité. Mais Maverick, bon. Et puis cette année, Maverick, et on l'a vu sur les premiers Grands Prix, où il disait le minot, là, tu vas passer derrière. Je vais te montrer que c'est moi le vieux. Mais mentalement, il n'est pas à la hauteur. Et en fait, on voit qu'il a beaucoup de mal à le tenir. Il a fait illusion sur le premier Grand Prix. Et puis Fabio, lui, il lui a montré que par contre, rien à faire. Moi, je suis là et puis je vais chercher moi. Et d'un seul coup, Maverick, plus compliqué. Et malheureusement, d'un Grand Prix sur l'autre, s'il ne part pas en tête de la première ligne ou de la pole et que tout se passe bien, il
il va faire un passage à vide. Là c'est ce qui s'est passé hier, hein, parce qu'on rappellera qu'il part super bien sur le sec. Il est fort. Et deux d'ailleurs. Quand il pleut, là il s'est effondré. Et d'ailleurs il reconnaît. Il a dit voilà, là d'un coup je me suis dit que j'allais plus gagner la course. Et donc il s'est démotivé. Il perd 4 secondes en un tour, un truc de fou quand Fabio passe tout le monde au freinage de la non, c'est dommage parce que Maverick est évidemment un excellent pilote. Mais c'est vrai que par moment, il faut partir à la guerre. Quoi. Donc, tu as 27 tours, tu pars à la guerre. Et chaque tour, c'est la guerre. Et tu peux pas te dire, attendez, tiens, je fous drapeau blanc pendant 4 tours, attendez, je reviens dans 5 minutes quand j'aurai rechargé mon fusil. Ça marche pas, ça. Mais moi, je trouve qu'il s'est mis dans un drôle de fonctionnement aussi. Là. Moi, je le vois sur les conférences de presse. Tu vois, à chaque fois qu'on lui pose une question, il répond par le prénom du journaliste. Bonjour, merci. Il est dans un espèce de gendre modèle. De bienveillance. Non, mais c'est un mec sympa. Moi, je l'adore. Tu vois, on est allé le voir cet hiver à Alès s'entraîner. C'était super. Enfin, tu vois, il était open. On a fait une interview super. On a passé du temps avec lui. Mais par contre, on sent qu'il n'est pas focus comme peut l'être un Fabio qui va être un tueur. De toute manière, à un moment, c'est lui qui a la clé. Hein. C'est personne d'autre. C'est lui qui doit trouver la clé. Le pilotage, il l'a. L'aisance dans le team, il l'a. Il a un team qui est soudé derrière lui. Et il n'y a que lui qui a la réponse. À un moment, il faut que lui arrive à pouvoir se mettre dans un mode qu'il n'a pas encore trouvé. Tu penses que ça peut définitivement basculer, je dirais, en faveur de Fabio, comme un peu Rossi l'a éteint à un moment? Tu sais, là encore, le team, parce que ça fait un paquet d'années quand même, je le suis, a toujours été extrêmement intègre avec les deux pilotes. Oui, non, mais je parle pas de... Donc, je dirais que dans l'organisation du team, dans l'attention qui est portée aux pilotes, ils ont chacun leur attention, ils ont de la pleine confiance et ils ont plein soutien, comme l'avait Jorge Lorenzo à côté de Rossi. Et en fait, heureusement qu'un team d'usine, un team factory, permet d'apporter cette qualité de soutien à chacun de ses pilotes. Donc, après, il a clairement pris il a pris le lead, là, Fabio, c'est évident. Ah non, mais même si tu peux pas nous le dire, on voit bien que... Aujourd'hui, je le dis sans aucun problème. Il y en a un qui est en tête du championnat, l'autre il est 5. Bon, bah donc il y en a un qui a pris le lead. C'est pas la catastrophe non plus. Quoi. Bah oui, mais ça commence à faire un peu, ça commence à creuser. Non, mais c'est surtout dans la manière. Il y a 24 points d'écart. Surtout de la manière. C'est une victoire. Hein. Surtout de la manière dont Fabio s'est imposé, que ce soit à Doha, moi c'est pour ça Portugal, ou en Espagne, il domine quoi. Non, mais c'est pour ça que moi je pense que Maverick doit trouver son point d'équilibre. Il a pensé peut-être que dès le début de saison, il pourrait imprimer pour une fois qu'il dominait. Il voit après 4 Grands Prix, 5 Grands Prix, c'est pas ça. Donc c'est lui qui doit trouver sa solution. Il a toutes les capacités, mais il faut qu'il les trouve. Et Fabio, il fait sa route. Et Fabio, il a passé un cap, lui. Lui, il a passé un cap. La maturité de ses courses, il a passé un cap. Oui, il est construit. Son week-end, il est construit. Aujourd'hui, tout est construit. Au Cordeau. Et puis tu t'aperçois que l'an passé, il a peut-être été encore déçu de faire 3e. Cette année, il sait que c'est important de faire 3e. Il sait que c'est important. Même sa course à Jerez. Même sa course à Jerez. Fabio, il y a beaucoup de choses qui me font penser. Il a l'aura, il a le charisme d'un Rossi dans le team. Ouais. Tu vois, il a cette tu sens qu'il se fait plaisir. Il est là, ça le fait kiffer ce qu'il fait. Et si tu veux, tu vois le team, le team le regarde comme ça, comme un Rossi, quoi, à son âge. Hein. Moi, ce que je trouve top, parce qu'il y a un mec que j'adore dans le team, qui est Bernard Ancio. Bernard, qui est quand même le fidèle des fidèles de Valentino, avec Fabio, tu sens qu'il a le sourire jusqu'aux oreilles. Il a retrouvé la et ça fait plaisir. Et c'est top. Et c'est top. Donc, je pense que Fabio, il fait le job avec talent. Et donc, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Ça va dérouler. Alors j'ai des questions d'internautes. Vas-y, Alexis. Eric de Rennes qui veut savoir si... C'est Eric de Seine. Alors là, c'est Eric de Rennes qui veut savoir si le constructeur qui gagne en MotoGP le dimanche vend des motos la semaine suivante. Il ne faut surtout pas essayer de faire ce calcul. Ça ne marche pas. Ça coûte trop cher. Non. Et puis heureusement que gagner le MotoGP, le premier retour pour le constructeur, c'est qu'il est sûr d'avoir de bons ingénieurs. Donc nous, le MotoGP, c'est une école de formation pour avoir les meilleurs ingénieurs. Et quand on a un ingénieur qui a fait des MotoGP qui réussissent, il peut se retrouver à faire la prochaine R1, mais il peut se retrouver, et c'est ce qui s'est passé, à faire le Tri-City 125. Ça veut dire qu'à un moment, la récompense, c'est de l'emmener sur un projet qui est ambitieux sur le plan produit,
totalement novateur ou totalement dans la performance. Donc le premier retour pour un constructeur, c'est d'abord ça. Les 150 personnes qui travaillent sur le MotoGP en développement technique pur, c'est la meilleure école. Ensuite, parce que ça, c'est le retour de vente. Quand tu as des ingénieurs qui sont excellents pour renouveler la prochaine MT-07 ou MT-09, c'est là où tu as un retour. Parce que tu as fait une excellente moto, tu domines les autres et tu vends mieux. Bon, c'est ça le premier retour. Le deuxième, c'est un retour d'image, évidemment. Et aujourd'hui, on a la chance dans la moto d'avoir une communauté qui continue à comprendre que le sport fait partie de la manière dont ils alimentent leur propre passion à leur niveau, individuellement. Et ça, c'est formidable. Est-ce que ça fait plus vendre, moins vendre? Difficile de savoir. Comment tu vois la popularité grandissante du MotoGP? On a vu les audiences de Canal, hein, avec Canal plus C8, ça fait 2 millions. Ça n'a jamais vu en France. On voit l'équipe qui fait des unes sur la moto. Non, mais attendez. Pour vous, c'est... Mais non, mais moi c'est une évidence. Une évidence, c'est facile à comprendre. En termes d'image, parce que... Non, mais en termes d'image, il y a dans tous les pays des passionnés de sport mécanique. Bon. Et c'est pas nouveau. Et quand tu prends des passionnés automobiles, ils ont toujours une petite sensibilité pour la moto. D'une manière générale, ils ne regardaient pas le MotoGP pour autant, mais tu t'arrêtes à la terrasse d'un troquet, tu as une jolie moto, tu as le mec qui vient, il n'a jamais fait de moto, mais comme par hasard, il s'intéresse au sport automobile. Donc, il y a une bonne complicité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'automobile? Et je l'ai répondu un jour à Herbie Blash et à Ecclestone, qui me demandaient mais pourquoi en Formule 1 on n'y arrive pas? Je dis mais parce que vous avez tué le mythe du héros. Vous l'avez tué. Le sport mécanique, c'est quoi? C'est de la performance et du courage. Il y a un héros qui pilote tout ça. Et quand tu avais Fianggio avec les bras nus, le mec qui se bat avec son volant, tout le monde voyait tout. Même quand tu as Senna, Prost, on le voit encore, les McLaren, Marlboro de l'époque, le gars, il y avait le torse qui dépassait et tu voyais qu'il bataillait. Aujourd'hui, tu es sous un halo, tu as un truc, tu as un petit bout de casse qui dépasse et on te dit, ne t'inquiète pas, du stand, il pilote le moteur et on va lui décider si on lui donne sa puissance ou si on en retire. Pas très sexy. Le héros, tu sais plus où il est. Sur une moto, l'homme domine la moto. Il est présent, il bouge sur la moto, il déhanche, il prend ses risques, il tombe, il se relève, il machin. Donc, quand tu aimes les sports mécaniques, il n'y a rien de mieux que le MotoGP. Rien de mieux. Et en termes d'image, par rapport à vous, Yamaha, qui va vendre des scooters, qui va vendre de l'utilitaire, est-ce que la popularité, enfin, cette meilleure image de la moto, parce qu'on sait qu'en France, on souffre, bon, déjà les sports mécaniques, on souffre un petit peu aujourd'hui des problèmes d'environnement, de sécurité, etc. etc. Est-ce que tu penses que d'avoir une image plus populaire, ça va vous aider à... Je pense deux choses. Des machines. La première chose, c'est que d'abord, je trouve que c'est excellent pour notre sport qu'il y ait de plus grandes audiences. C'est excellent de pouvoir avoir des unes sur l'équipe, les journaux télévisés ont encore un peu de mal. Bon, oui. Les grands généralistes, ça c'est un peu frustrant. Mais globalement, il y a une exposition qui est en forte amélioration. Est-ce que ça nous fera vendre plus de motos pour autant à l'avenir? J'en sais rien. Par contre, que ça puisse inspirer des jeunes enfants qui ont 8, 10, 12 ans et qui se disent « Papa, j'ai envie de faire ça », oui, c'est possible. Ça c'est bien parce qu'on en a besoin. Possible. Et on en a besoin. Donc ça c'est sûr qu'aujourd'hui, les locomotives que sont Fabio et Johan sont des locomotives formidables pour l'avenir du sport moto, mais il ne faut pas nous demander à l'ensemble des acteurs qui sont en charge de tout ça que ça sorte dans 3 ans. Ça sortira dans 7 ans, 10 ans. Il faudra une génération. Mais c'est pas grave, il faut s'y atteler. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Ensuite, la grande chance qu'on a, c'est que notre sport est devenu quand même moins dangereux. Ça veut dire que la dangerosité reste, mais les airbags vont apporter un grand plus. On a quand même réussi, il faut se souvenir, Barry Sheene Daytona, qui sort à 300 à l'heure, il était considéré totalement miraculé, avec des osselets dans tous les sens. Aujourd'hui, Nakagami, ou je ne sais plus lequel, qui s'en était pris une bonne à 300, bon, il se relève et il court le lendemain. Donc c'est formidable de voir comment on a réussi à avoir tout de même, absolument. Et donc c'est pour ça que je pense aussi au niveau du grand public, c'est reconnu comme étant tout de même extrêmement respectable, reconnu et admirable. Et c'est bien d'être admirable. T'as d'autres questions? Alors Jim de Toulouse, vous rappelez-vous la première fois que vous avez vu Fabio, et est-ce que vous aviez déjà à ce moment-là détecté un potentiel Alors, je vais la faire en 2 temps. Le premier temps, rapide, hein. Oui, je sais. le premier temps, c'est Johan.
Moi, j'avais été roulé avec Johan sur le circuit d'Alès de kart avec son YZF et on roulait tous les deux ensemble parce que je voulais comprendre comment il s'entraînait en 2010. Et on a été roulés ensemble et en revenant, j'ai dit, écoute Johan, tu t'es prévu pour faire du Moto 3, tu es prévu pour faire du Moto 2, il n'y a pas de diable dans tout ça, mais moi je vais t'aider. Donc tout ce que tu as besoin pour tes entraînements, tu me dis et tu auras. Et en fait, je l'ai toujours accompagné comme ça. Et lorsque Fabio est arrivé, évidemment, je l'ai suivi dès l'instant où il est arrivé en Moto 3, et lorsqu'il est passé en Moto 2, j'ai été le voir un jour et je lui ai dit, Fabio, il faut que tu saches, moi j'ai aidé Johan, je ne lui ai jamais rien demandé, et je t'aiderai pareil. Donc si tu as besoin de moto d'entraînement, si tu penses qu'il faut que tu roules plus, tu veux de moto d'enduro, de supermoto, machin, tu m'appelles, tu auras ta bécane. Et il a été très aimable parce qu'il ne m'a pas coûté très cher. Ouais. Non, mais je lui ai passé le dos. Mais je te coupe par rapport à ça, ça me fait penser à une chose. Quand Eric Mahé a réussi à propulser Fabio en MotoGP, ce qui était quand même pour beaucoup une surprise, tu as été consulté, tu as été impliqué. Alors, en fait, ce qui s'est passé, là encore, ça a été en 2 temps. Donc d'abord, j'avais cette relation avec Fabio où je lui avais dit, sache qu'il y a un type qui est prêt à t'aider et qui est là. Bon. Et ensuite, il y a eu la saison. D'abord, j'ai trouvé très dur le comportement de Sito Pons. Je n'ai pas vraiment trouvé très dur lorsqu'il est passé dans le team et au bout de 3 Grands Prix où déjà il disait mais c'est quoi ce gars-là, il ne met pas un pied devant l'autre, je me suis trompé de gars. J'ai trouvé ça d'une violence inouïe pour un jeune qui sortait du Moto 3, qui avait à peine 17 ans ou 16 ans. Et j'ai trouvé ça d'une injustice totale. Donc moi, ça m'a vraiment marqué ça. Et quand l'année où il était sur Speed Up, où il était tout seul sur la Speed Up, et il fait sa pole, et j'étais là. Et je vais dans le box, et je vais le féliciter. On se connaissait à peine, tu vois, je veux dire, moi, je vais le féliciter, il y avait ses parents qui étaient là, etc. On discute, et je lui dis, écoute, ce que tu as fait, c'est top. C'est top, et sache que, vraiment, je pense à passer une marche, c'est super, parce que la moto, c'est toi qui l'as mis au point là. Il n'y a personne d'autre, tu es le seul à rouler sur Speed Up, donc tu ne peux pas dire que tu bénéficies des réglages des autres. Et donc, Fabio, là, moi, il m'a tapé dans l'œil. Et vraiment, je regardais. J'étais au pied du podium, parce qu'il a fait podium, je ne sais plus si c'était le même Grand Prix. Barcelone. Et puis, il en a fait un deuxième, et puis après, il a été... Oui, mais il a eu le problème de la pression des pneus. Ah, ça, c'est au Japon. Mais là, le contrat était déjà signé. Donc, voilà. Et en fait, on se retrouve en juin 2019, un truc comme ça. Juin 2019. Et je préparais d'aller à Suzuka. Et je vais à Suzuka. 18. Alors 18. Alors, du coup, à 18. Alors du coup, je suis en 18. Et là, j'ai Horikoshi, enfin les hommes du Racing qui viennent me voir. Ils disent, écoute Eric, on se pose des questions. Parce que pour l'année prochaine, parce que tout ça, c'était parti aussi de Zarco. Parce que moi, Zarco, je lui avais préparé la place chez Tech 3. On avait un peu bataillé avec Hervé Poncharal, qui ne croyait pas complètement au départ. Bon. Et puis, finalement, ça a réussi à se faire. Et ensuite, pour Johan, j'avais été chercher la moto de chez Petronas en full spec pour la saison d'après. Sauf qu'il décide de partir chez KTM. Donc on était que... Et évidemment que moi, je voulais trouver un pilote français qui puisse montrer que Johan avait fait fausse route et que sur une YAM, il pouvait faire mieux que Johan sur la KTM. C'est le jeu. Quand les Japonais m'appellent et me disent on se pose la question pour Petronas l'année prochaine, Fabio Quartararo, tu nous dis quoi? J'ai dit, c'est gonflé, mais vous avez raison de le faire. Ah bon? Tu nous conseilles d'y aller? Je dis oui, pour une raison simple. Fabio, il est talentueux. Il est talentueux, il l'a montré. Tout ce qu'il a fait en Espagne, il était le meilleur de sa génération. Il est arrivé en Grand Prix et tu ne perds pas ton talent. Donc, il a peut-être été mal accompagné, il a fallu qu'il apprenne, et moralement, mentalement, etc. Mais donc, on sait qu'il a le potentiel. Deuxièmement, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a 19 ans et il a vécu des saisons compliquées. Donc, il est déjà passé par le purgatoire. Parce que les saisons qu'il a fait en Moto 2 en s'accrochant depuis 18 mois, il faut les faire. Donc, je leur ai dit, il est intéressant parce qu'il ne pense pas que tout est arrivé, il sait ce que c'est que de passer par des périodes blanches. Et troisièmement, de toute manière, aujourd'hui en Moto 2, ce qu'il pouvait apprendre, il a sûrement déjà appris et il peut se révéler en MotoGP. Donc, moi, à votre place, il n'y a pas grand risque. Vous lui donnez sa chance, ce sera de toute manière bien perçu. Surtout c'était lui ou Baldassari, on rappelle. Oui, alors, l'histoire. Eux étaient plutôt dans la logique en me disant, bon, si je te dis Fabio, tu fais quoi? Et donc je leur ai dit, moi, j'y vais. Bon. Et là-dessus, j'arrive à Suzuka, ils me disent, hey, mon pote, tu vas être content, on a signé, c'est avec lui. Bon, j'ai dit, vous avez bien raison.
Et après, bon... alors, je veux dire que je tremblotais un peu aux essais de Jerez de IRTA du mois de novembre, là, quand il a pris la moto. Là. Bon, j'ai vu que ça se passait bien. Il racontait qu'il fallait qu'il comprenne les freins, mais globalement, ça allait déjà bien. Je dis, bon, allez, moi, c'est bon. Et il a fait déjà le job et ça ira. Bon, on va avancer, Eric. Je suis désolé parce qu'on a déjà énormément débordé, mais c'est le problème d'Eric de Seine. Vous savez, c'est comme un jukebox, vous mettez un euro dedans et c'est parti. Non, sincèrement, d'autres questions, on en a plein évidemment. Eric, on va aller à l'essentiel. Petronas contre VR46 pour la saison prochaine. C'est quelque chose qui vous interpelle ou c'est pas un sujet? C'est quelque chose qui interpelle et je vais donner mon opinion. Rapidement. Ben voilà. Donc, ah oui, et donc? Et bien donc, vous verrez, je vous dirai ensuite s'ils m'ont écouté. Donc, il faut qu'on te réinvite, c'est ça? Non, si je ne veux pas répondre à cette question, on va y en poser une autre. Avec Valentino Rossi, alors, situation aujourd'hui, ça fait mal au cœur quand même. Non, mais Valentino, il est aujourd'hui dans une position où nous, on est respectueux de l'engagement moral qu'on avait vis-à-vis de lui, qui était que tant que tu as envie de continuer à courir, on saura te donner une moto. Après 2 ans, parce que ça, c'est quelque chose que personnellement je ressentais depuis 2 ans, il est chez Petronas et c'est très bien. Et d'ailleurs, je trouve qu'il moralement et dans son expression, il l'assume et il se plaint absolument pas. Il sait que la moto, elle va très bien et que simplement ça bataille devant. Je veux dire, c'est une guerre. Et voilà. Donc à un moment, il faut, c'est à chacun. Là, on sent qu'il est au bout quand même de l'histoire. Et ça, je pense qu'il l'a compris. Et donc, la décision lui appartient encore. Petronas l'a signé que pour 1 an. Donc, par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas intervertir la moto de Rossi et celle de Morbidelli? Non, mais c'est un peu gonflé, mais... Non, mais... Ça n'a pas d'intérêt, surtout. Non, mais pour Morbidelli. Morbidelli, le temps qu'il s'adapte à une nouvelle moto, la saison sera finie. Et puis, ça ne peut se faire que... Ça ne pourrait se faire que d'abord si Valentino le proposait et si le team trouvait que c'était une bonne idée. Et que Morbidelli pense qu'il a quelque chose à gagner. Parce que comme le dit Michel, c'est en pleine saison. Elle marche pas pareil. En pleine saison, se remettre sur une moto différente, c'est un pari. Par contre, ce que tu disais là il y a quelques instants, en fait, on perçoit que finalement Yamaha laisse Rossi faire, mais Yamaha n'aurait pas pris la décision de dire à un moment, Valentino, faut qu'on arrête. Non, mais la décision, elle a été prise l'an passé. Et Jarvis était clair avec lui en lui disant, dans le Team Factory, c'est plus possible. Donc, dis-nous ce que tu veux. Et on va discuter avec Petronas. Et d'ailleurs, il a discuté avec Petronas. Et c'était la décision de Petronas. Ça a duré d'ailleurs. Finalement, oui, ça a duré. Mais il y a eu une décision. Le bras tordu quand même. Ouais, il y a une décision commune. Une décision commune. Parce que, tu sais, pour Petronas, il faut se souvenir que Petronas, ils sont quand même très récents en MotoGP. Récupérer Valentino Rossi, et même si ça doit être la dernière saison de Valentino Rossi, on verra. Mais si ça doit être la dernière saison, sur le plan marketing, sur le plan de l'image pour Petronas, c'est super. C'est super. Donc, ils ont, je sais pas jusqu'où. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'on ait 2 Grands Prix de Malaisie cette année, moi. Mais bon, je pense que Razali n'a qu'une envie, c'est de voir Rossi avec le t-shirt Petronas arriver à... C'est ça, c'est formidable. Donc moi, tout bien, Valentino, c'est un pilote, c'est une icône, c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut que Valentino assume de passer dans un autre rôle. Par contre, le choix est quand même cornélien pour Yamaha. Parce que d'un côté, VR46, c'est l'icône Rossi qui appartient quelque part à la famille Yamaha, et de l'autre côté, on a Petronas qui a quand même été un sponsor, qui a quand même... On a Morbidelli, vice-champion du monde, on a leur première année, on a Fabio qui est quand même meilleur rookie. Moi, je pense que... En termes de... Non, attendez. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sans parler du sponsor un peu sulfureux de VR46. Je suis pas d'accord. Pour moi... Et là encore, parce que moi j'ai donné mes recommandations, le Japon tu peux pas nous les confirmer. donner. Non, mais vous verrez, et je pense que quand tu regardes l'ensemble du puzzle, il n'y a qu'une décision à prendre. Il n'y en a pas deux. Pour moi, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Tu penses que, admettons, sans vouloir te tirer des verres du nez... Tu mises Rossi, pilote dans son équipe avec son frère l'année prochaine sur les Yamaha. Je mise de rien du tout. Vas-y, dis-le. En fait, tu veux dire que Yamaha n'a pas envie de prendre la décision de couper le cordon. Mais non, mais attention. Vous confondez 2 choses. Il y a un team qui s'appelle VR46 et il y a un homme qui s'appelle Valentino Rossi. D'ailleurs, il l'a dit sur une interview ce week-end. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi il faut mélanger les deux. Ça fait bien longtemps que le team VR46 existe en Moto 3, en Moto 2, avec des marques qui ne sont pas Yamaha, et ça posait des problèmes à personne. Et bien, si VR46 veut faire du MotoGP, c'est sa responsabilité. Et si Yamaha veut
continuer à entretenir une relation avec Valentino Rossi, c'est aussi sa responsabilité. Donc chacun doit trouver sa place. Moi, je pense qu'il y a un scénario possible, et en tout état de cause, et ça a toujours été mes décisions dans le sport, que ce soit en superbike ou en endurance, pour moi, le sport prime dans la décision. Le résultat sportif prime. Avec ce que je vous ai dit, si vous n'êtes pas couillon, on l'a bien entendu, le message est passé. Mais c'est ma pensée. Moi, j'ai posé la question à Ali Jarvis, notamment par rapport à Aramco, le pétrolier saoudien, qui sera le sponsor de VR46. De VR46. Si éthiquement ça pose un problème de s'associer avec ce genre de sponsor, Jarvis m'a dit non, quelque part, on n'a pas d'odeur. On sent que vous n'êtes pas forcément d'accord là. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je n'ai pas à intervenir sur le MotoGP en termes de responsabilité managériale et professionnelle. On me demande des conseils, je donne des conseils. Maintenant, la décision ne m'appartient pas. Par contre, je donne des conseils. Et je peux juste vous dire un truc pour l'Arabie Saoudite, c'est que lorsque le Dakar a décidé d'aller en Arabie Saoudite, j'ai écrit à la FIM, j'ai écrit à ASO, et je leur ai dit, les gars, si vous faites que Arabie Saoudite, préparez-vous à ce que Yamaha se retire. Je ne veux pas être la marque qui continue à entretenir une compétition qui soutienne un pays d'une façon aussi exclusive. Donc, sachez que moi, la montre, elle tourne. Pour nous aussi, elle tourne. Mais éternellement, on ne restera pas là si vous n'allez pas dans un autre pays. Eric, tu restes avec nous. On va redonner vite fait, très rapidement. Ta chronique, elle va être très amputée. Efficace. Donc, vas-y, fais vite, Alexis. Et, Alors, la prochaine fois, tu dis, je voudrais une chronique Eric Dossen. Tu auras plus de temps. Non, mais simplement dire un mot des autres catégories, évidemment, qui ont eu lieu ce week-end au Mans. Le Moto 3, deuxième victoire de Sergio Garcia, la première cette saison, la première victoire de Gas, qui est, on le rappelle, une KTM rebadgée. Oui, parce que... Philippe Salach et Ricardo Rossi, premier podium en Grand Prix pour ces deux hommes. 3 pilotes d'ailleurs du podium qui sont dans leur 3e saison. Et puis Pedro Acosta, le leader du championnat, il a chuté, mais il est remonté, il a terminé 8e. Donc en fait, il augmente encore son avance de championnat. Il n'est pas sur le podium, mais il accroît son avance. Sur Sergio Garcia, qui est son nouveau dauphin. Moto 2. Le phénomène aussi du Moto 2, Raúl Fernandez, première pole sous la pluie, et puis le lendemain sur le sec, victoire devant son coéquipier Rémi Garner, doublé d'Aki Ayo. Encore un Finlandais. Bezeki 3e et Tony Arbolino, super 4e. Lui aussi c'est un rookie, on en parle un peu moins que Raúl Fernandez, mais peut-être à suivre pour l'avenir. Voilà, belle 4e place de Tony Arbolino. Et Sam Love par contre, nouvelle chute, c'est dommage. Sam Love, il est passé à côté. Boulette. La chute parce qu'il emmène... Oui, il s'est accroché, je me rappelle. Oui, il emmène Xavier Vierge avec lui, donc ça rate un peu au garage. Moto I. Il y avait du Moto I, deuxième épreuve de la saison. Eric Granado, qu'on avait vu très rapide à Jerez, qui était tombé en course. Là, cette fois-ci, il a attendu dans le paquet et il attaque dans le dernier virage pour gagner. Devant Mattia Casadei et Alessandro Zaccone, qui reste le leader du championnat, qui avait gagné à Jerez. La course la plus serrée de l'histoire du Moto I, 8 pilotes en 1 seconde. Donc voilà, pour du Moto I, c'était vraiment sympa à voir. Un petit mot de Corentin Perolari, le français, qui termine 9e. Qui termine 9e pour Tech 3, donc c'est plutôt pas mal. On l'a dit, un bon week-end ensemble pour Tech 3. Une petite image qu'on n'a pas vue à l'antenne ce week-end, on a parlé de Franco Morbidelli qui a chuté à la fin du premier tour. On sait, il s'est fait mal au ranch, au genou, ça l'a handicapé tout le week-end, donc il est allé être évacué sur civière. On voit l'image. Il s'est fait mal aussi pendant le warm-up. Pendant le warm-up, en faisant le changement, en s'entraînant pour le changement de moto, il est tombé. Et Franco Morbidelli, quand il a vu qu'il s'était mis à pleuvoir, il est descendu de la civière, il a repris sa main et il a fait toute la course. Et ça n'a pas payé malheureusement. Morbidelli peut faire du foot alors. Il peut peut-être faire du foot. Un défaut de tennis. Il a demi-brésilien comme ton ami Neymar. Donc ça va. Un petit mot aussi de Lorenzo Dalla Porta, qui ne brille pas pour l'instant par ses résultats, mais qui a été disqualifié de la course pour poids non conforme à l'arrivée. Il a été pesé à 216 kg, alors que le minimum en Moto 2 c'est 217 kg. En fait, c'est l'occasion de rappeler qu'en Moto 2 et en Moto 3, le poids minimum c'est la moto plus le pilote. Alors qu'en MotoGP, c'est uniquement la moto. Donc, quand on part avec une moto conforme, on sait que ça sera bon. Moto... Il aurait dû vous faire des rillettes. Moto 2... il a peut-être été malade pendant la nuit. Voilà, il a peut-être été malade.
Et puis un dernier mot sur le calendrier qui continue d'évoluer un petit peu avec le Covid. Voilà, le Grand Prix de Finlande qui devait déjà, la première édition, grand désespoir, devait avoir lieu l'année dernière, elle a été annulée. La première édition de cette année est aussi annulée, remplacée par un deuxième Grand Prix en Styrie, comme l'année dernière, donc en Autriche, pardon. Et puis le mot de Claude Michy aussi, qui a confié ce week-end que lui ne serait pas contre accueillir un deuxième Grand Prix de France plus tard dans la saison. Donc ça pourrait être un peu d'incertitude sur la tournée outre-mer. Japon, Malaisie, au Thaïlande surtout, parce que Malaisie, moi je pense que ça aura lieu, mais l'Australie aussi. Ça pourrait être une bonne nouvelle en tout cas pour les fans français, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ça permettrait d'accueillir du public. Ça serait bien. Merci Alexis, désolé, on t'a un petit peu tronqué, mais le responsable est en face de toi, tu sauras ce qu'il faut faire. On va parler maintenant pronostic, parce que le prochain Grand Prix, on l'a un peu évoqué, c'est le Mugello. Mugello en Italie, circuit hyper rapide. Michel, on peut sans se tromper pronostiquer à minima au moins une Ducati? Ah bah oui. Moi je verrais bien Johan, mais Johan il a jamais bien réussi. Le Mugello, il a toujours eu des petits soucis là-bas. Donc, mais à un moment donné, les soucis, il faut que ça s'arrête. Donc moi je vois bien une victoire de Johan. Par rapport à Eric, on va dire que le Qatar c'était une piste pour Ducati et finalement on a vu Vignales et. Non, mais on verra. Moi ce que je crois important. Rapidement, Eric. Oui, à ce niveau de la saison, il y a quand même 2 constructeurs pour le moment qui ont fait un petit break. Tu as Ducati qui a réussi à reprendre. Il a réussi à reprendre la tête au classement des teams, des constructeurs, et Yamaha qui est à l'ASPI. Et après, on a commencé à faire un petit break. Donc, je pense quand même que sur ce début de saison, et le Mugello était un circuit qui est un peu une synthèse de ce qu'on a un peu vu, avec la grande ligne droite. Donc, la ligne droite, c'est sûr que c'est un atout pour la Ducati, mais il faut bien comprendre qu'on a souvent parlé de ce problème de vitesse de pointe. Je pense avec une analyse un peu trop simplette, qui est de dire ça manque de chevaux. Évidemment, pour aller vite en bout, il vaut mieux avoir des chevaux. Mais il est aussi important de sortir vite de la courbe qui précède la ligne droite. On avait, je pense, et qu'on a pas mal travaillé cet hiver, on avait un déficit sur l'électronique, c'est clair. On avait un déficit sur l'électronique. Ducati a toujours été très bon sur son électronique. Ils ont été les premiers à travailler avec Magneti Marelli avant que ça devienne l'électronique unique. Ils ont toujours eu un avantage, un peu une avancée là-dessus. Et la manière dont ils travaillent à la fois sur l'assiette de la moto et l'électronique explique en grande partie leur vitesse de pointe. C'est parce qu'ils accélèrent mieux. Donc on travaille là-dessus et je pense qu'on a progressé. Et c'est pour ça que, comme par hasard, l'écart de vitesse de pointe est moins dramatique. Mais ça fait mal quand même. Moins dramatique, on va dire ça. Parce que quand il passe sur certains trucs, ça fait du vent. Eric est à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, parce que je pense qu'on a progressé. Et il faut se souvenir qu'à un moment, même par rapport à d'autres concurrents comme Honda, on était encore 5-6 km derrière. Aujourd'hui, il y a une plus grande homogénéité des vitesses. Ton pronostic alors, Eric, pour Mugello? Allez, mouille-toi. Salaud. Non, ça restera entre nous. Non, je pense que Fabio est sur une excellente trajectoire. Donc je pense que Fabio est tout à fait capable de faire podium. Dans quel ordre, j'en sais rien. Mais moi, je pense que Bagnaia va être bien aussi. Et je pense qu'il a dû être un peu frustré d'être remonté un peu tardivement sur ce coup-ci. Et il a envie de montrer qu'il peut en refaire une. Donc moi, je verrais bien... non, je pense qu'on peut refaire. Non, mais c'est pas facile parce que. On a compris. Fabio sur le podium, Bagnaia et puis. Et Johan ou Miller. Je trouve que les Suzuki marquent pas. KTM, ils sont plus en difficulté cette année que l'an passé. Aprilia, non, peut-être pas. Et les Honda sont encore trop instables. Et je pense qu'au Mugello, la vivacité châssis, etc., c'est un circuit où il faut bien les emmener. Quoi. Bon, ça sera le mot. Sera le mot de la fin, Eric. Donc, on va juste, pour conclure, on est désolé, on a énormément débordé, on va se faire tirer les oreilles par la Real, mais voilà, il y avait des choses intéressantes à dire. On va vous rappeler que pour ce Grand Prix du Mugello, on va vous faire gagner un autre casque. On vous l'a dit, le casque de Alex Marquez sera remis en jeu ultérieurement dans la saison. Mais pour le Grand Prix du Mugello, on vous propose tout simplement de gagner le casque Johan Zarco Replica. Oui, voilà. On attend celui de Fabio incessamment sous peu, enfin en tout cas on l'espère. Donc vous connaissez le principe, vous allez poster le pronostic pour la pole, le podium
Et s'il y a une bonne réponse, eh bien, pour le Grand Prix du Mugello, ça sera le casque Johann Zarco Replica. Merci Eric. Merci. Merci Alexis. Merci Michel. Merci messieurs. Merci à vous. Désolé pour l'extra supplémentaire sur cette émission, mais je ne vais pas faire plus long non plus, sinon c'est moi qui vais continuer. Donc merci, bonne fin de soirée et à très vite pour un prochain débriefing sur After Sunday.